Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment il est possible de résoudre cette intégrale de 1 sur sinus x entre moins pi sur 3 et pi sur 2 de manière numérique. L'expression que vous avez là, c'est une expression analytique après avoir ici trouvé la primitive de cette fonction qui n'est pas chose facile. Donc, c'est logarithme de tangente x sur 2, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, après, lorsque vous introduisez ces valeurs, vous obtenez moins logarithme de facile de 3 sur 2, et qui donne notamment 0,5493, et j'en passe. Alors, étant donné que trouver la primitive de cette fonction n'est pas facile, les méthodes numériques sont justement là pour faciliter et lever ce genre de quiproques. Alors aujourd'hui, je vais donc vous montrer à partir des méthodes numériques comment il est possible de retrouver une approximation de cette valeur en utilisant des algorithmes génériques. Alors pour ce faire, j'ai rédigé notamment ici trois codes parce que dans la vidéo précédente, je vais également vous montrer comment utiliser des sous-programmes externes pour pouvoir les incorporer dans votre programme mère ainsi que les modules. Alors pour résoudre cette problématique, j'ai notamment rédigé ici deux sous-programmes externes. Le premier sous-programme, en fait, permet de calculer cette intégrale par une méthode que j'appelais ici la méthode de Wunsch-Hurtado 2. Alors, l'objectif de cette vidéo n'est pas d'expliquer la méthode de Wunsch-Hurtado 2. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode de Wunsch-Hurtado 2, je vous invite à aller sur le site web et de taper juste méthode de Wunsch-Hurtado 2 et vous allez voir le schéma itératif de la méthode de Wunsch-Hurtado 2. Alors, vous avez le deuxième sous-programme notamment qui permet de calculer cette méthode, notamment à partir de la méthode de Wunsch-Hurtado car basée ici, qui utilise ici le schéma itératif de la méthode de Simpson. Alors, comment cela se passe exactement? J'ai un module. Dans ce module, j'ai déclaré l'ensemble de toutes mes variables. Alors, j'ai utilisé précédemment comme variable, nous avons un entier n qui est en fait un paramètre pour l'ensemble des variables du système, qui est sur le nombre d'itérations. Vous pouvez augmenter cette valeur, plus le nombre est grand, plus la précision sur le calcul devient aussi importante. Alors, nous avons les branches de l'algorithme. Les branches de l'algorithme qui sont utilisées pour Wunsch-Hurtado 2 et Wunsch-Hurtado 4, selon la méthode que vous allez utiliser. Ensuite, nous avons les variables et les réels x, y, où y, c'est la valeur finale de l'intégrale, la valeur de l'intégrale recherchée, et x, en fait, c'est la variable interne. Alors, pour la variable pi, vous avez a et b qui représentent ici les bornes inférieures et supérieures de l'intégrale. Vous avez ici le caractère, la chaîne de caractères non algo, qui veut dire le nom de l'algorithme que vous voulez utiliser ici. Nous avons affaire à deux algorithmes. Soit l'algorithme, le schéma itératif de Wunsch-Hurtado 2, soit le schéma itératif de Wunsch-Hurtado 4. Nous avons également ici le pas d'intégration. Je vais vous montrer en fait comment j'ai calculé mon pas d'intégration pour que cela soit plus facile. Nous avons également l'erreur parce que nous avons une méthode analytique et nous avons une méthode numérique. À la fin, il faut calculer l'erreur absolue et voir si le schéma itératif que vous avez utilisé vous donne une très bonne approximation. Donc, si l'erreur est inférieure à 0,1%, alors le schéma est très bon. Ça donne une très bonne approximation. Et enfin, vous avez Y anal, qui veut dire la valeur analytique de l'intégrale. Alors, dans le sous-programme, il n'y a plus grand-chose à dire. Le sous-programme 1, j'ai dit, permet de calculer la méthode de Wunsch, l'intégrale par la méthode de Wunsch-Hurtado 2, qui est basée sur la méthode de Crapel, base par divisé par 2. Alors ici, nous utilisons deux branches pour l'algorithme L1 et L2. Alors, je vous invite à aller regarder la méthode de Wunsch-Hurtado 2 pour mieux comprendre cette vidéo et comment est-ce que je calcule notamment ces branches. Alors, une fois que cela est fait, j'essaie d'abord avant cela, je fais une initialisation des variables, notamment y et xi. Comme la borne inférieure de l'intégrale c'est pi sur 3, je vais vous montrer en fait comment j'ai calculé a. A n'est pas égal à 0, a c'est pi sur 3. Alors, je vais initialiser ici IA, pi sur 3. Et ensuite, comme y c'est la forme de l'intégrale, la forme prend la forme de l'élément neutre pour la forme, c'est l'élément 0. Voilà pourquoi on initialise la forme 0. Ensuite, je calcule mon intégrale en utilisant notamment les branches
y plus 1 égale y plus L1 plus L2 divisé par 2. Pour ceux qui connaissent, c'est la méthode des la méthode des rectangles. Autant pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je demande au programme d'imprimer les valeurs finales de xn, yn et y en a. Y en a, je vais vous montrer comment calculer y en a. Ensuite, je calcule l'erreur qui est la valeur absolue de y en a moins yn fois 100. Donc, je donne l'erreur en pourcentage. Une fois que cela est fait, je demande, je crée un sous-programme que j'appelle fonction qui contient en fait la fonction recherchée. Donc, la fonction étant égale à 1 sur sinus x, donc j'ai écrit la même fonction ici, f égale à 1 sur sinus var. Donc, je vais remplacer la variable var par x lorsque je vais appeler cette fonction, notamment dans le programme. Donc, voilà, vous créez votre sous-programme fonction comme ça, et puis vous déclarez juste votre fonction. Et là, on va de même pour le deuxième sous-programme qui permet de calculer cette intégrale par la méthode de rouge, retard de retard. Donc, il y a plusieurs choses à dire. Ce qui change juste, c'est au niveau des branches. Ici, vous avez 4 branches au lieu de 2 branches dans la méthode de rouge, retard de retard, parce que la méthode de rouge, retard de retard est basée sur le schéma itératif de la méthode de Simpson. Donc, là aussi, si c'est une notion étrange pour vous, une notion nouvelle, je vous invite à aller sur le site internet, taper la méthode de rouge, retard de retard et la méthode de Simpson, et puis vous allez avoir des résultats. Et ensuite, je fais également la même chose, je calcule la différence, l'erreur pour les deux valeurs obtenues, et je vais comparer l'erreur ici en pourcentage. J'écris également un sous-programme fonction qui contient seulement la valeur de la fonction 1 sur sinus var. Alors, dans le programme principal, c'est là où tout se passe. Dans le programme principal, donc, n'oubliez pas, lorsque vous utilisez le module, il y a une façon d'appeler le module. Donc, utilisez juste la commande use module, et puis ça va utiliser les variables. Sans cette commande, le programme ne marchera pas parce que les variables que vous aurez à utiliser dans le programme principal n'auront pas été déclarées implicitement. Et donc, par conséquent, le programme ne marchera pas. Donc, je calcule la valeur réelle du type qui est égale à 4.0 étoile à 100.0, qui va calculer la valeur réelle du type. Ensuite, j'ai dit A, comme je vous disais tantôt, x et y, l'initialisation de x et y égale à A égale à pi sur 3, et B égale à pi sur 2. Le borne supérieur de l'intégrale, borne supérieure et inférieure de l'intégrale. Ensuite, le pas de temps, le pas d'intégration autant pour moi, je fais la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure divisée par le nombre d'intégration qui est N. Dans mon cas de figure, c'est 1000. Ensuite, je vous ai dit la valeur y canal, la primitive de la fonction, c'est tangente x sur 2. Logarithme, autant pour moi, la primitive, c'est le logarithme de tangente x sur 2. Alors, lorsque je calcule, je fais donc y canal égale à logarithme de tangente b sur 2 et a sur 2. Et puis, ça va calculer la valeur analytique de cette fonction, de cette intégrale. Ensuite, je vous demande d'entrer ici le type d'algorithme que vous voulez utiliser, soit rouge retard d'ordre 2, soit rouge retard d'ordre 4. En fonction de la valeur que vous allez insérer, le programme va appeler un des deux sous-programmes, soit sous-programme 1 ou sous-programme 2. Alors, si c'est rouge retard d'ordre 2, il va appeler le sous-programme 1. Si c'est rouge retard d'ordre 2, il va appeler le sous-programme 2. Alors, une fois que cela est fait, si vous entrez une autre valeur que rouge retard d'ordre 1 ou rouge retard d'ordre 2, vous affichera notamment ce message d'erreur fatale, erreur, l'algorithme que vous venez d'entrer le nom, en fait, la chaîne de caractères que vous venez d'insérer n'est pas reconnue et n'est pas pris en charge par le code. Essayez plutôt avec rouge retard d'ordre 2 ou rouge retard d'ordre 4, et puis l'algorithme va s'arrêter. Ensuite, pour compliquer un peu les choses, j'ai inséré dans ce programme j'ai appelé ici un sous-programme interne au forecast qui permet notamment d'appeler newplot dans votre programme et puis de tracer les valeurs obtenues à la fin de la compilation. Donc, vous pouvez également insérer ces lignes de commande, mais il faut vous rassurer initialement que vous avez créé un fichier où seront justement imprimées toutes les valeurs, donc X et Y. Donc, une fois que c'est fait, j'ai créé mon fichier avec cette ligne de commande. Open Unit, machin, fichier, tout ça, tout ça. J'ai créé.
Ensuite, vous pouvez donc appeler le fichier de sortie en utilisant la commande, en utilisant cette commande qui en fait donc ce programme au fortran et qui permet d'appeler newplot dans votre terminal. Donc, si vous faites tout cela, et que le programme n'a pas d'erreur lorsque vous allez compiler, alors pour compiler en fait votre programme, vous pouvez utiliser la notion, vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos, comment créer un Makefile. Et puis à partir du Makefile, vous pouvez créer un exécutable. Bon, étant donné que ici, je vais faire comment créer un exécutable ou un Makefile, je vais vous montrer en fait un chemin encore beaucoup plus rapide que d'aller créer un Makefile parce que le Makefile, ça prend un peu beaucoup plus de temps. Alors, mais c'est idéal le Makefile. Créer un Makefile, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez justement utiliser la commande gfortran std égale à GI. Je prends tous les fichiers en extension .f95 pour créer un exécutable que j'appelle programme. Donc, je prends tous les fichiers avec l'extension .f95 pour créer en fait mon exécutable que j'appelle prod. Si j'appuie sur Entrée, si le programme est bien, si vous avez bien codé et qu'il n'y a pas d'erreur, alors le programme marchera sans problème. Nous attendons le temps pour lui de créer en fait l'exécutable. OK, la compilation a marché. Alors, je vais juste écrire code, appeler mon exécutable là. Et puis, il va me demander d'entrer en fait le nom de l'algorithme. Si j'entre par exemple un nom au hasard, par exemple RF machin, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu par le programme. Alors, il va vous afficher ce message fatal erreur, la chaîne de caractères en fait que vous venez d'insérer n'est pas pris en compte par le code. Et plutôt rouge foutage d'ordre D ou rouge foutage d'ordre car comme cela a été mentionné ici. Donc, voici ça, cette partie du programme. Ensuite, si je réexécute mon programme, code, et puis j'entre peut-être RK4, là, ça marche. Il vous dit que vous avez utilisé en fait l'algorithme de rouge foutage d'ordre 4. Il vous dit, cette valeur, en fait, c'est la valeur numérique. Cette valeur, c'est la valeur numérique qui est calculée numériquement. Et cette valeur, c'est la valeur analytique. Donc, et lorsque il prend donc la valeur analytique, moins la valeur numérique, il fait la différence. Vous voyez que la différence n'est pas énorme. Le pourcentage est de 0,0522% pour cette méthode. Vous voyez que les méthodes numériques permettent également de trouver une solution approchée de la valeur analytique. Alors, si nous étions plutôt avec la méthode Rouge-Foutage 2, qu'est-ce que cela nous donne? Si nous étions avec la méthode Rouge-Foutage 2, donc, nous tapons RKD ici. Vous voyez, RK2, ça c'est la valeur numérique et ça c'est la valeur analytique. Et là, il dit l'erreur est de 0,0501%. Donc, nous sommes beaucoup plus proches de la valeur analytique. Donc, nous pouvons dire ici que la méthode Rouge-Foutage 2 donne une meilleure précision, bien que la différence soit pas énorme, donne une meilleure précision par rapport à la méthode Rouge-Foutage 4. Donc, vous pouvez comparer, vous pouvez utiliser plusieurs pour ceux qui maîtrisent en fait des algorithmes génériques ou des schémas itératifs. Vous pouvez changer ici la méthode Rouge-Foutage 2 et Rouge-Foutage 4 par des méthodes de prédicteur-correcteur ou d'Adam-Bashforth. Mais ces méthodes en fait seront utilisées dans mes prochaines vidéos lorsque je veux passer ici à la résolution des équations physiques telles que les phénomènes de diffusion, les phénomènes, la résolution en fait de l'équation du nombre d'électromagnétiques dans le vide,
pour la résolution de l'équation de la chaleur. Donc, vous savez en fait comment résoudre une intégrale pour vous savez en fait comment résoudre une intégrale lorsque la primitive n'est pas en fait lorsque la primitive en fait n'est pas connue. Vous pouvez avoir une fonction finie de a tangente de cosinus, etc. Des choses bizarres que vous ne connaissez pas la primitive. Vous pouvez passer par des méthodes numériques. C'est pour cela que les méthodes numériques sont très, très, très importantes lorsque la méthode analytique ne parvient pas justement à lever les pivots d'une telle problématique. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne de YouTube Marcus 2.0 ou aussi ma page Facebook Marcus 2.0 pour ne plus manquer mes vidéos. Donc, on se dit on se dit en fait à la prochaine et la prochaine vidéo portera notamment sur la résolution des équations du nombre électromagnétique dans le vide par les méthodes, par des schémas itératifs, notamment de Charpent